Tout s'en mêle, on s'en mêle. Beau titre que nous propose l'équipe de l'Observatoire ici. Effectivement, aujourd'hui, on est apparemment dans un monde où on se mêle de tout. Et où tout le monde se mêle de tout. Et cela nous fait peut-être réfléchir de façon un peu décalée à tout ce qu'on dit aujourd'hui sur et l'utilisation et les effets de ces outils qu'on range dans la grande famille des nouvelles technologies et des technologies de l'information et de la communication. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'enjeux éducatifs au développement de ces outils. La journée vous propose de multiples entrées extrêmement pertinentes autour de toutes ces questions. À l'évidence aussi, ces outils bouleversent profondément notre quotidien, notre façon de vivre, notre façon d'être relié et peut-être aussi notre façon de penser. Le petit propos, qui sera forcément beaucoup plus modeste que ce qui est annoncé dans le programme que je vais partager avec vous, tient effectivement à une préoccupation que nous avons dans le réseau des observatoires, puisqu'il y a 5 observatoires qui ont travaillé à plusieurs reprises à ces questions-là, préoccupation qui tient à ce que nous disent les enseignants, les parents, les élèves, les cadres éducatifs, et j'en passe, excusez-moi, de ce qui se joue derrière ces questions du développement de ces technologies qui seront pour nous, en termes de questionnement, des outils de relation et non pas seulement des outils de communication. Tout s'en mêle. Effectivement, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est que ces outils sont un formidable symptôme, de magnifiques révélateurs d'un grand déplacement que nous sommes tous en train de vivre depuis assez peu de temps finalement, 10 ans, 20 ans, 50 ans, selon la façon dont on pensera les choses, mais en tout cas à l'échelle de l'histoire de l'humanité, un bouleversement assez profond et très rapide, même s'il vient de loin. Et ce ne sont pas ces outils qui l'ont provoqué, sans doute le démultiplient-ils. On peut même faire l'analyse, en tant que vilain historien à certains moments, que ces outils n'auraient pas été possibles si ce changement dans nos consciences et dans nos modes d'être et de vie n'avait pas déjà eu en partie lieu. La question qui est posée aujourd'hui, et qui du coup est une question éducative, est la question de la distance. De la distance. Distance entre l'éducateur et l'éduqué, quel que soit son âge, distance entre les adultes, distance entre les différents niveaux de notre société, etc., etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte de fantasme plus ou moins conscient, un présupposé plus ou moins établi derrière le développement du téléphone portable, des réseaux sociaux notamment, de l'Internet, de la connexion Internet. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, une connexion Internet digne de ce nom est une connexion dite illimitée, sans limite, ni de temps, ni autre, et que du coup, le grand fantasme est aujourd'hui d'être toujours relié, d'être toujours prêt. Pas prêt PRET, mais prêt PRES, évidemment. Tout prêt, pour ne pas dire parfois collé, parfois même dans une sorte de fusion qui pourrait paraître à certains carrément régressive. Mais sans aller jusque-là, nous voyons bien que derrière ces symptômes un peu ridicules et parfois un peu exaspérants de l'utilisation urbi et torbi et en permanence de la connexion du GSM qui fait dire aux voyageurs qui sont montés dans le train et qui regardent encore ceux ou celles qu'ils sont en train de quitter sur le quai de la gare. On n'a pas fait 2 minutes de trajet que déjà le téléphone sonne en disant « T'es où ?» Eh bien, alors que la réponse est il est 2 minutes plus loin sur la voie de chemin de fer qu'il était au point de départ.
Bon. Tous ces phénomènes un petit peu qui peuvent paraître excessifs ne sont que des symptômes d'une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus délicate que nous ne résoudrons pas seulement en demandant aux gens d'éteindre leur portable à certains moments importants de la vie commune. Il ne suffit pas de demander aux élèves de ne pas utiliser leur portable en cours, d'une part pour qu'ils le fassent, ça ne vous a pas échappé, et surtout pour ne pas avoir à affronter cette question un petit peu déterminante qui est de savoir comment aujourd'hui on peut permettre à chacun, parents, enfants, enseignants par exemple, de retrouver une place vraisemblable dans les relations. Nous avons d'innombrables exemples où la relation entre l'école et la famille, l'école en tant qu'établissement scolaire, est perturbée, voire faussée, par des parents qui ne restent pas à leur place. Alors ça, tout le monde y pense tout de suite, ça peut arriver, mais aussi au quotidien des enseignants qui ne restent pas à leur place. Démarrer un conseil de classe en faisant comme commentaire à propos d'un élève qui nous fait difficulté, qu'il n'est pas étonnant qu'il ait ces difficultés, puisqu'on a vu madame ou monsieur un tel au supermarché d'à côté et que vu leur comportement, il est normal que, ce n'est pas rester à sa place, à l'évidence. On pourrait donner d'innombrables exemples pour chacun. Voir des élèves se mettre à parité de ton, à égalité de vue avec, par exemple, un enseignant, et ce qui provoque en permanence des réactions extrêmement vives de ceux-ci. Ils ne restent pas à leur place. Et pour ça, je crois que nous n'avons pas l'espace ici pour développer ça beaucoup plus longuement, mais nous avons à prendre conscience que jusqu'à un temps assez récent, quelques décennies, la question des places de chacun était de l'ordre de l'évidence et était partagée par tous. On recevait une place. La vie nous la donnait. Selon notre naissance, notre famille, le lieu où l'on habitait, on était à une place. Et on concevait une société, on a conçu pendant des siècles la société, comme étant une société immobile de ce point de vue. La question du changement de place ne se posait pas. On restait à sa place. Pour ceux qui auraient la nostalgie de cette société, rappelons-nous qu'il valait mieux dans ce cas-là naître au bon endroit, qu'il valait mieux n'être aîné que second, etc., etc. À l'évidence, ce temps des évidences est aujourd'hui derrière nous. Je fais partie de ceux qui n'en ont pas une nostalgie extrême. Au contraire. Par contre, cela nous pose beaucoup de questions. Dans la relation éducative, la dissymétrie entre l'éducateur et l'éduqué était de l'ordre de l'évidence. L'un éduquait l'autre, dans une certaine distance, pour ne pas dire une distance certaine. On voit bien qu'en quelques décennies, on est passé de cette distance à un fantasme, notamment chez les éducateurs, de grande proximité. Il faut être proche des élèves, il faut être proche de ses enfants. Je ne cesse de donner cet exemple d'une publicité pour une marque de vêtements, en coton, si vous voyez ce que je veux dire, qui a eu l'idée depuis plusieurs années de proposer une campagne publicitaire faite de magnifiques photos de mères photographiées avec leurs filles. Ce que le vilain sociologue voit sur ces photos, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, c'est-à-dire des filles qui ont envie de ressembler à leur mère. Par contre, ce qui est peut-être un peu nouveau dans l'histoire des places, c'est qu'avec l'esprit positif que vous me connaissez, il m'arrive de voir dans ces photos des mères qui voudraient ressembler à leurs filles. Bon, derrière cette anecdote sans cesse rabâchée par moi comme pour faire image, un peu simpliste, on voit bien que beaucoup de parents, par exemple dans l'exercice des limites, du non à dire aux enfants, sont en difficulté, en tout cas sont en questionnement à propos de la bonne distance à avoir.
quelle est la bonne distance. Nous avons tous à la réinventer. Et qu'on voit bien nous sommes en train de vivre une sorte de mouvement de balancier entre une éducation où on mettait l'éduqué loin, vraiment à distance, et une éducation qui pourrait être traversée par le vertige fusionnel. Je ne sais pas si vous faites le lien comme moi dans vos têtes à ce moment-là entre les effets démultiplicateurs, bien sûr, de ces outils. Je pense notamment aux réseaux sociaux et au téléphone portable. Il y a une éducation à la distance à reconstruire. Au lieu de se plaindre de ces outils, on devrait en faire des formidables outils d'apprentissage pour construire la bonne distance. C'est le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous, même si je suis obligé d'être un peu court sur le premier, alors que, je le répète, il faudrait le développer profondément. C'est le deuxième point, c'est que ces outils peuvent être des outils d'une grande sophistication relationnelle et qu'ils permettent à ceux qui les maîtrisent, à ceux qui vivent avec, digital native ou pas, de déployer, contrairement à ce qu'on dit, une forme de virtuosité relationnelle, pas toujours pour les meilleurs objets, mais peu importe, que nous sous-estimons énormément car nous avons tendance à diaboliser ces outils. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y aurait sans doute encore beaucoup de choses à observer, à lire et à écrire autour, par exemple, de l'utilisation des SMS et des textos. Beaucoup. Et ils nous redisent la question des places, de la distance. Je donne des exemples évidemment caricaturaux. C'est quand même moins inconfortable d'annoncer une rupture affective dans un couple qu'il ait 15 ans, 25 ans ou 40 ans, par le texto « je t'aime plus, je te kiffe plus, comme vous voudrez, je te quitte », qu'en ayant la nécessité de se confronter dans une relation duelle et non pas virtuelle à l'autre. C'est effectivement dans certains cas où les relations entre l'employeur et l'employé ne sont pas au beau fixe, plus commode d'annoncer par texto qu'on ne sera pas à l'heure ou qu'on ne viendra pas parce qu'on a un arrêt de travail de convenance ou pas de convenance, peu importe, que d'affronter l'entretien téléphonique, etc., etc. Nous avons, et l'équipe de l'Observatoire ici a recueilli, notamment l'année dernière, des témoignages tout à fait passionnants de jeunes qui utilisent avec, sinon discernement, du moins beaucoup d'habileté, les différents niveaux de relations que permettent ces différents outils. Qu'est-ce qu'on met dans un texto? Qu'est-ce qu'on met dans un mail, même si le mail, pour beaucoup de jeunes, est aujourd'hui complètement obsolète, c'est pour les vieux. Qu'est-ce qu'on met dans une page Facebook? Bon, je ne développerai pas trop longuement cela, mais ces outils ont démultiplié une autre tendance de notre psyché contemporaine, qui est l'envie de donner à voir, de se donner à voir, parfois même de se mettre en scène. Et beaucoup de réactions, souvent excessives des adultes, notamment dans le milieu scolaire, devant des pages Facebook, des SMS, des blogs, peu importe, qui paraissent contraires ou aux bonnes mœurs ou au respect des autres montrent qu'on ne mesure pas les paradoxes et les enjeux de ce mouvement qui interroge beaucoup. Alors il serait évidemment très intéressant de revenir plus sur le fond, sur ce qui fait que d'une société du non-dit, du refoulé, dans le bon sens, de la pudeur et des bonnes distances, je mets bonnes avec des guillemets,
Nous sommes passés à une société de l'exhibition parfois, du montrer en tout cas, du faire voir, certains diraient de l'indécence et de la confusion des rôles et des places. Gardons-nous de jugements trop rapides, mais essayons de comprendre un peu ce qui se joue là, et qui, comme pour le premier point, est à l'évidence un enjeu d'éducation pour les jeunes d'aujourd'hui. À l'évidence. Dans ces grandes émotions qui traversent les établissements, parce que des élèves ont publié sur Facebook une photo de leur enseignant, pas forcément à son avantage en cours, voire pire, parce que sur Facebook on a envoyé des messages particulièrement désobligeants sur le physique, le comportement, la vie privée de tel ou tel camarade, enseignant, parent, peu importe. Ce qui provoque généralement des émotions que le sociologue jugera assez extraordinaires. Bien sûr qu'on est là devant un problème, nous sommes bien d'accord, mais on sent bien que se trouvent touchés à ce moment des problèmes d'image de soi tout à fait considérables chez les différents acteurs, et une forme d'hypersensibilité, d'hyperréactivité qu'il nous faut à tout prix analyser pour essayer de reprendre plus de distance, plus de calme et plus de lucidité par rapport à ces situations, évidemment toujours délicates à gérer. Nous en avons rencontré d'innombrables dans les travaux des observatoires. Dans pratiquement tous les cas, la première réaction des jeunes pris en flagrant délit, entre guillemets, de diffamation, de méchanceté, d'obscénité, enfin prenez, peu importe. Enfin, si peu importe, continuons l'éventail que l'on pourrait avoir. Et généralement de se dire qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Ce qui a pour conséquence de mettre les adultes encore un peu plus en transe. Mais tu te rends compte, tu as mis la photo de ta petite amie en tenue légère sur Facebook, tu lui manques de respect. Réponse, non, c'était pour rigoler, je l'aime beaucoup. Alors là, moi j'ai plutôt envie de rire que de pleurer, mais je mesure que ça ne peut ne pas être drôle du tout, mais en tout cas, il serait important qu'on retrouve notre calme et qu'on écoute, c'est ce qu'on essaye d'apprendre à l'observatoire, ce que dit réellement ce jeune. Effectivement, il n'a pas mesuré, ce que les conséquences d'un acte qui effectivement peut être un acte extrêmement irrespectueux et extrêmement grave. Il a donné à voir. Lui, il pensait se donner à voir comme conquérant de sa petite amie, il ne pensait pas autre chose. Et il est important d'entendre cela. Il est important d'entendre que ces jeunes n'ont pas été éduqués, à l'évidence, à mesurer un certain nombre de choses. Et ils ne l'ont pas été parce qu'on est justement, mon propos est plus cohérent qu'il ne paraît, je l'espère, parce qu'ils sont justement dans un contexte où les places des uns et des autres est objet de troubles et de confusion. Les indécences, les inconvenances, je ne trouve pas mes mots, excusez-moi, les difficultés que causent ces jeunes à d'autres en exposant de façon indue une image, par exemple, un propos, ou en tenant des propos, ils font ce qu'ils ont vu d'autres faire. Il y aurait de ce point de vue-là une analyse assez profonde à faire, sans caricature, de ce qui est véhiculé par les médias. Nous sommes bien à l'époque de la télé-réalité. Avant de la diaboliser, il faudrait la regarder un peu finement. Ne sommes-nous pas en permanence, en dehors de ces émissions assez consternantes, dans une société qui est une société qui vit sur le modèle de la télé-réalité? Un peu. C'est-à-dire de donner à voir. De donner à voir, de se donner à voir. Et les limites de ce qui est à montrer ou à ne pas montrer
ont quitté là aussi le temps des évidences. C'est un objet de travail, c'est un objet d'éducation. Plutôt que les grandes émotions qui traversent les jeunes qui traversent les établissements scolaires quand ces jeunes passent à l'acte dans les réseaux sociaux, etc., on devrait en faire des objets de travail et d'éducation, patients, sereins, calmes, car c'est un objet d'éducation. Et pour cela, nous devrions quitter cette atmosphère de dramatisation qui elle aussi est un peu obscène de tous ces actes-là. Oui, des gens comme Tisseron nous ont expliqué intimité, extimité, j'y reviens pas, ça a déjà été développé aujourd'hui, mais nous avons là des enfants symptômes d'une évolution profonde que l'école a interrogée, à laquelle l'école doit former. Effectivement, peut-être la première chose serait que les éducateurs de l'école, les enseignants notamment, quittent une vision hyperbolique et dramatisée de ces outils pour en connaître la réalité du fonctionnement, avec tous les effets pervers qu'ils portent en eux, à l'évidence. Troisième idée dans ce propos, notre bouleversement que nous vivons, qui est bien sûr celui de notre rapport au temps, et qui est particulièrement illustré par ces outils. Nous avons d'innombrables témoignages qui nous disent qu'un certain nombre de jeunes, mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas que les jeunes, ne peuvent vivre qu'en permanence connectés. H24, comme le disait une jeune lycéenne des quartiers nord de Marseille. Elle est connectée H24, tout le temps. Tout le temps. Avant de parler d'addiction, de je ne sais, de tout, d'une pensée un peu trop forte, un des effets de cette connexion permanente, de notre connexion permanente, on aurait envie de parler de l'irruption des tablettes dans les lits, pas seulement des jeunes, de tout ce qui se passe aujourd'hui pour être relié. Cette connexion permanente a pour effet de nous enfermer dans le présent, encore un peu plus. Nous sommes en permanence dans le moment présent. Et je ne vais pas le développer, c'est une forme d'évidence. Jusqu'il y a quelques décennies, l'enfermement dans le moment présent était le propre de ce temps très court qu'était à l'époque l'adolescence. L'adolescent, tel qu'on le décrivait, n'est évidemment pas tourné vers le passé, son enfance n'est que peu présente au moment où il vit ce temps de trouble de l'adolescence, et le futur n'est là qu'en termes de projection idéalisée et rêvée. Bien, aujourd'hui, ce schéma-là, dans une société en panne d'avenir, dans une société qui a peur de l'avenir, et où l'avenir s'est tout d'un coup encore un peu plus refermé dans les consciences, ce qui effectivement met au défi tout éducateur, cet enfermement dans le moment présent est sans doute un des principaux handicaps à l'apprentissage, au développement, au grandir. Et que c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu de formation de la petite enfance à l'âge adulte, de reformer un autre rapport au temps. On peut utiliser aujourd'hui Internet, on peut utiliser les réseaux sociaux pour redonner une épaisseur temporelle aux choses. Mais oui, bien sûr. On peut éduquer au temps en coupant la connexion dans son caractère permanent et illimité, en redonnant de l'intensité à des moments présents. Je pense à ce jeune futur rugbyman passionné par son sport, qui passe toute son année de troisième, comme il me le dit, accro à Facebook. Il y passe 6 heures par jour. Il a la chance, de son point de vue, d'être pris dans une section sport-études en seconde. Il ferme son compte Facebook et ne s'en occupe plus. Pour redonner de l'épaisseur au temps, il faut des objets d'investissement. À l'évidence, nos
certains jeunes nous disent qu'ils manquent d'objets d'investissement. Et dans la même évidence, on voit certains éducateurs proposer des objets d'investissement en apparence non vraisemblables qui passionnent les jeunes. C'est tout ce qui est en cours en ce moment autour de bâtisseurs de possibles, par exemple, et dans d'innombrables autres approches pédagogiques. Nous avons à retrouver Freinet de ce point de vue-là. Nous avons à retrouver la grande santé des courants de l'école nouvelle qui proposaient des objets d'investissement forts aux enfants, qui leur remettaient au monde et qui leur redonnaient un accès au présent vraisemblable. Je crois qu'on est là sur une question clé. Là encore, retournons les effets pervers de ces outils éventuels pour en faire des outils de connaissance, des outils de relation. Et c'est l'autre point, et avant de m'arrêter, ces outils, à l'évidence encore, excusez-moi de redire toujours à l'évidence, mais parce que j'essaye de pointer quelque chose en disant, en reprenant cette formule un peu éculée, ces outils peuvent développer une forme de rapport au monde un petit peu différent et d'un rapport à la pensée différente. Je m'explique. La majorité des personnes qui sont en train de m'écouter dans cette salle sont convaincues de la primauté, de l'importance essentielle du schéma linéaire, justement dans une conception du temps un peu vraisemblable. L'apprentissage est linéaire, le développement est linéaire. Pour aller du point A au point C, il faut passer par le point B, et certainement pas par M, ou encore pire par Z, c'est très vilain. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui, plus ou moins, et cela provoque de grandes différences entre eux et des grandes inégalités, ces outils creusent les inégalités parfois, c'est évident, apprennent tout seuls à penser non pas de façon linéaire, mais de façon simultanée. Avant de dire qu'ils sont dispersés parce qu'ils font plusieurs choses en même temps, ce qu'on peut comprendre, il faut bien voir que nous avons des jeunes qui aujourd'hui pensent de façon itérative. Ce sont des promeneurs, ce sont des surfeurs. Ils glissent d'une idée à une autre, d'un bout de texte à un autre, etc. Je ne vais pas développer ça beaucoup plus profondément, mais c'est peut-être une des choses, je crois, qui doit le plus interroger nos modes de travail au quotidien dans l'établissement scolaire, nos modes d'apprentissage. Non pas pour se soumettre à ces façons un peu différentes de vivre et de penser, mais pour les intégrer, les interroger, nous appuyer dessus parce qu'ils donnent une forme de mobilité et d'acuité intellectuelle, parfois affective à ces jeunes assez évidente, et en même temps, pour que l'accès à ce que je vais appeler pour aller vite le discursif, le discours construit, ne soit pas aujourd'hui réservé à une petite minorité qui seule réussira réellement dans les sélections scolaires. Je ne développe pas plus, c'est un sujet, de mon point de vue, c'est l'un des sujets les plus passionnants aujourd'hui. Nous avons tous à réfléchir à cela, nous avons tous à essayer de le vivre. Je vous invite tous à ouvrir un compte Twitter, non pas pour raconter votre vie, enfin, faites bien ce que vous voulez, ce n'est pas mon problème, mais justement, par exemple, pour se servir d'un des outils qui a le moins d'effets pervers dans tous ces outils de réseaux sociaux, pour essayer de voir comment on peut élargir son champ de conscience, élargir son champ d'intérêt, de façon assez subtile et assez stimulante. Enfin, pour conclure ces petites notations que vous voyez bien anodines, je voudrais m'interroger un instant, peut-être de façon cette fois vraiment beaucoup trop décalée, sur la portée de ces outils. On a essayé de le dire, ce sont des outils de relation. Ça nous pose toutes les questions d'une éducation à la relation que je ne vais pas traiter ici. J'ai essayé à ma façon d'en évoquer quelques aspects avant. Mais je me permets d'insister, je vois beaucoup
je suis très frappé en ce moment par les écarts que creusent ces outils dans les compétences, dans les comportements et dans la réussite des jeunes, selon le degré de maîtrise et de réflexivité qu'ils ont par rapport à ces outils. Et il semble, on avait travaillé ça depuis un certain nombre d'années avant qu'on s'interroge spécifiquement à ces outils, qu'on soit devant un enjeu difficile qui est peut-être celui qui nous tient le plus à cœur dans les observatoires aujourd'hui, pour tous ceux qui vivent la démarche d'observation. C'est que ces outils qui devraient démultiplier notre être au monde, devraient nous mettre en relation de façon encore plus puissante et plus forte avec le différent, avec l'éloigné, avec l'inconnu, sont une fois de plus le symptôme, au contraire, d'une forme d'enfermement et de surdité grandissante. Enfermés dans le moment présent, ces jeunes et ces moins jeunes sont aussi de plus en plus enfermés dans un cadre étroit. Il y a un enjeu à remettre au monde les jeunes d'aujourd'hui, bizarrement. Ces outils pour apprendre à regarder, pour apprendre à voir. Où est-ce qu'on apprend à écouter? Où est-ce qu'on apprend à regarder aujourd'hui? C'est l'une des choses qui nous frappe le plus dans le début de démarche des bâtisseurs de possibles que nous vivons dans un certain nombre d'établissements. On essaye de provoquer une rupture dans le cadre habituel de l'enseignement en proposant à des enfants, souvent jeunes, ce simple défi, en apparence simple: regarde le monde, tu peux le changer. Mais tu ne peux le changer qu'avec d'autres. Et on voit des groupes classes se saisir de la démarche pour essayer de proposer et de mettre en œuvre des changements de leur environnement, proche ou lointain. Et ce qui frappe à chaque fois, c'est la difficulté qu'ont ces jeunes à sortir de leur position de consommateur, à ne plus être centrés, comme le disait une collègue, sur l'avoir, sur l'accumulation de, mais sur un mode d'être qui va pousser à regarder, à découvrir. C'était le sens d'un des derniers temps institutionnels récents de l'enseignement catholique, de proposer au cœur de la démarche éducative des établissements un mouvement d'exploration. Les résultats ont été assez relatifs, il faut bien le dire. Il me semble pourtant que l'idée garde une force et une pertinence et une actualité exceptionnelles. Faire de ces outils, faire à propos de ces outils, construire à propos de ces outils des démarches d'exploration, de découverte du monde. Arrêtons d'être frileux, arrêtons de vouloir protéger ces enfants. Ils n'ont pas besoin d'être protégés. Il n'est pas vrai qu'il n'y a que des dangers autour d'eux. Arrêtons cette névrose insensée. Revenons sur Terre. Donnons-leur au contraire envie de découvrir le monde. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec un compte Twitter, un compte Facebook, un blog, une connexion Internet pour être en relation, pour découvrir? Ça devrait d'abord être ça. Ça ne l'est pas. C'est dû aux outils? Non. C'est dû d'abord, ayons le courage de le regarder, à une peur collective, qui est d'abord la peur des adultes, et non pas celle des jeunes. Nous avons des surfeurs, nous avons des promeneurs devant nous. Emmenons-les, regarder le monde, proche et lointain. Là est l'enjeu. De ce point de vue, on peut imaginer plein d'outils, plein d'utilisations de tous ces supports. Voilà, des petites provocations à penser en vous souhaitant une bonne journée.